Comment une plateforme de streaming en direct, lancée en 2008 avant Molotov, avant tout le monde, peut-elle finir en condamnation à 1,5 million d'euros de dommages et intérêts après des années de procédure ? En 2008, Charles Capard lance Play TV avec une conviction simple et radicale. La télévision va passer sur Internet et il faut être là avant les autres. La vision est bonne, le timing semble parfait et les médias s'emballent. Mais derrière l'audace du pionnier, il y a une réalité brutale. La réglementation, les ayants droit, les batailles juridiques, l'épuisement. 13 ans de résistance et une fin qui ressemble moins à un échec entrepreneurial qu'à une guerre d'usure. Dans cet épisode, Charles va revenir sans filtre sur ce que c'est que d'avoir eu raison trop tôt, sur la différence entre résilience et obstination, et sur ce que 13 ans de Play TV lui ont appris, que rien d'autre n'aurait pu lui enseigner. Bonjour Charles, bienvenue au micro de Daphne. Salut, merci beaucoup pour votre invitation. Hello Marie. Hello. Alors, on a évoqué Play TV, mais avant de se concentrer sur cette belle histoire, est-ce que tu peux d'abord nous parler de ton parcours, de qui tu es, où est-ce que tu as grandi, qu'est-ce qui a fait que tu es le Charles d'aujourd'hui ? Ouais, écoute, moi je suis parisien. J'ai jamais quitté mon village. Donc j'ai grandi dans le 6e arrondissement, à Saint-Germain-des-Prés. Et j'ai eu une scolarité assez modeste pour atterrir dans une école de commerce après le bac, une école de commerce qui était spécialisée en entrepreneuriat en septembre 2005. Avant-gardiste. Totalement. Est-ce que tu avais des entrepreneurs autour de toi qui ont fait que l'entrepreneuriat, ça allait être quelque chose dans ta vie ou ça s'est fait naturellement ? Écoute, mon père est médecin, donc je pense que la profession libérale, c'est quand même assez plus proche de l'entrepreneuriat que un salarié ou fonctionnaire. Donc je pense que ça peut venir de là, mais non, sinon, je n'ai pas forcément d'entrepreneurs autour de moi, à l'époque en tout cas. Donc tu fais cette école de commerce, qu'est-ce qui se passe par la suite ? Écoute, ça arrive très vite. Moi, je suis ce parcours d'entrepreneuriat avec beaucoup de distance parce qu'à l'époque, l'entrepreneuriat, c'est quand même très conceptuel. Je ne sais pas vraiment comment je me retrouve là-dedans d'ailleurs, mais la vie est assez douce et l'entourage assez jovial. Et on suit donc un parcours avec un certain nombre de notions. Dès la deuxième année, en fait, en 2006, fin 2006, on nous demande de monter un projet de manière très concrète. Alors, on est très vite confronté à toutes ces réalités et avec un de mes camarades, en fait, on se dit, viens, on va monter un site internet, quoi. Moi, en gros, j'ai grandi très proche du développement d'Internet. J'ai créé mes premiers sites à 13 ans. Tu vois, je passais mes vacances à la plage. Il y avait un espèce de bus Internet qui était installé devant la plage. Moi, j'étais dans le bus en train d'essayer d'apprendre le HTML. Au grand étonnement de tout le monde, ils disaient mais qu'est-ce qui se passe dans ce bus ? Bref. Et donc, en école de commerce, je me suis dit, je vais faire ce que je sais faire, ce que j'ai toujours fait, ce que j'aime faire, c'est un peu de HTML. Donc, on a monté un petit site internet. Et mon camarade, futur associé, avait un copain qui avait vendu un site internet, un petit site internet qui s'appelait programmetv.net. Et il venait de le vendre. Donc, on est en 2007, début 2007. YouTube vient d'être vendu à Google. Et il me dit, il a vendu ça à 1 million d'euros. Viens, on fait un site internet et on fait pareil, on fait un site de programme TV. Je dis, écoute, pas de souci. Let's go. Comment on va appeler ça ? Tiens, on va appeler ça Play TV. Et donc, je regarde, nom de domaine disponible. Je dis, trop chouette et tout. J'achète le nom de domaine, 19 décembre 2006. Donc, il y a 20 ans. Des dates qui marquent. Ouais. Et le soir même, mon camarade m'appelle. John m'appelle et me dit, attends, avec un nom pareil, il faut qu'on mette la télé sur Internet. Incroyable. Tout était dit. Alors, en 2006,
c'est un autre sujet que d'afficher des programmes TV, quoi. Il n'y a pas vraiment de technologie qui permette la diffusion de vidéos en direct. On est à l'époque de Flash Media Player. On est à l'époque aussi de Windows Media Player, ce gros player bleu avec la grosse barre. Et surtout, il y a une seule chaîne de télévision, qui est d'ailleurs une nouvelle chaîne de télévision qui est assez disruptive, qui ne fait que de l'info. À l'instar de LCI, qui est arrivé un peu avant, c'est BFM TV, qui se met à faire beaucoup de bruit avec. Donc on est un peu avant l'arrivée de la TNT, et donc BFM TV met sur son site un media player avec son flux d'infos en direct. Donc moi, je prends un petit bout de code HTML et je mets ça sur mon adresse, playtv.fr. Il y a BFM, ça y est, on a mis la télé sur Internet. Est-ce que vous avez des retours de BFM quand ils découvrent qu'ils sont sur votre site ? Ah bah bien sûr, nous on contacte BFM tout de suite, immédiatement. Donc on est dans une école de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, donc on fait pas n'importe quoi. On est à l'époque de méga upload, Kim.com vient de se faire choper par le FBI. Donc en gros, nous on est trop contents de ce qu'on fait, mais on est quand même pas bêtes, et on fait les choses carrées. Effectivement, on monte un beau dossier, on a un beau logo, on écrit aux bonnes personnes, et donc on contacte effectivement BFM. La personne en charge de ce sujet-là, en l'occurrence, nous reçoit et nous ouvre grands les bras, et nous signe notre tout premier contrat avec beaucoup de bonheur et une stratégie très, très, très ouverte. On veut être la première chaîne d'info de France, donc on veut être partout. Et à ce moment-là, pour vous, on est encore dans le cadre du projet étudiant, ça devient concret, comment est-ce que vous projetez ? Ah non, mais là, on est parti sur des sphères pas possibles. Là. On est le futur Bill Gates. Là, là c'est plus du tout un projet. On se voit, on monte un gros truc, quoi. Tout le monde est très surpris. Il y a des détracteurs, évidemment, beaucoup, qui nous disent que de toute façon, c'est pas possible. Mais bon, la fougue de la jeunesse, et puis grisé par l'engouement aussi général, parce qu'en fait, on est à une époque où personne ne voit vraiment le sujet. On se dit, mais attendez, 98% des foyers sont équipés d'un téléviseur. Qui va regarder la télé sur Internet, en fait ? Donc là, vous signez votre première chaîne, BFM. Il y en a d'autres qui découlent très vite et qui signent ? Ouais, à l'instar des radios locales, c'est un moment où il y a une explosion du coup des télévisions locales. Donc on est sur il y a TPS où il y a 200 chaînes, mais du coup, vu qu'on peut balancer des flux sur Internet, tout le monde se met à faire sa petite télé. Donc il y a beaucoup de télé régionales, beaucoup de web TV. Donc il faut quand même la remplir, cette grille, cette mosaïque TV, parce que en fait, le plus dur, c'est d'avoir le premier, mais ensuite, il faut mettre quand même pas mal de contenu. Donc, on n'a aucun problème en fait à signer toutes ces chaînes régionales. Et le sujet, c'est de rentrer les autres. Alors, quand on a une chaîne d'info, toutes les chaînes d'info veulent être là. Mm-hmm. Mais ensuite, le sujet vient très rapidement sur la problématique du contenu des chaînes généralistes, parce que même si aujourd'hui, je pense très sincèrement qu'on pourrait faire un carton avec une plateforme de télévision, de chaînes d'infos uniquement, à l'époque, on est quand même sur une consommation de télé de TF1 à M6 principalement. Ok, là on est en 2010 toujours ? Là, on est en 2009. Donc, moi, je suis en deuxième année d'école de commerce. On monte ce projet-là. Et là, on se dit, on va arrêter l'école et on va monter ça, quoi. On veut intégrer l'incubateur de la chambre de commerce. Et l'école nous dit, écoutez, vous faites quand même notre troisième année. On est quand même sur un bachelor entrepreneurial. Vous avez un projet entrepreneurial. Ça mérite quand même le coup d'aller au bout. Et ils ont eu tout à fait raison. On est allé au bout. Et 6 mois plus tard, en fait, on intègre l'incubateur. On passe notre diplôme. À l'époque, il fallait faire un stage de fin de licence pour avoir sa licence. Nous, on fait notre stage dans notre boîte, tout simplement, en intégrant l'incubateur, pratique. En signant les chaînes. Ouais, tout à fait. En signant les chaînes. Et on se fait gentiment pousser dehors au bout de 6 mois d'incubation en disant ça y est, faut y aller maintenant. faut prendre votre envol. Et on prend nos premiers bureaux fin 2009.
On a préparé la plateforme et on annonce un lancement de la boîte en grande pompe en janvier 2010. Ok. Tout s'accélère, il y a des recrutements peut-être? Il y a des recrutements, mais on a donc un sujet de financement à l'époque. Donc on a tout autofinancé et on est sur un modèle économique publicitaire. Vous allez voir que ça a son importance. Donc on est au tout début du pré-roll, c'est le format vidéo publicitaire qui se lance avant un contenu. L'innovateur là-dessus, le créateur de ce contenu à l'époque, en tout cas celui qui le diffuse le plus, c'est Allociné. Donc la première plateforme de vidéo, en fait, les gens qui font la promotion des films, du cinéma et donc des bandes annonces. Et donc avant une bande annonce de film, on regarde de la publicité. Alors à l'époque, on regarde des pavés publicitaires qui clignotent devant pour une pub pour Vanish ou autre avant sa bande annonce. Mais très vite, ça évolue et les contenus TV vont s'orienter vers ça, et c'est un très bon choix parce qu'on a des revenus publicitaires qui sont assez conséquents. Et donc oui, embauche parce que faut pas oublier quand même qu'on ne sait pas faire grand-chose, quoi. Une fois qu'on a mis le media player de BFM entre le moment où on met le media player de BFM sur le site internet playtv.fr et le moment où on lance en janvier 2010, il se passe un certain nombre de choses, notamment d'ingénierie. Parce qu'on se dit, attends, il y a un moment, il faut qu'on récupère les signaux que les chaînes ne font pas elles-mêmes. Donc comment on fait ? Et là, c'est une aventure incroyable où on se retrouve à prendre des baies dans des data centers, à demander des autorisations pour aller poser des râteaux TNT sur le toit du data center, tirer les câbles, ce qui serait complètement interdit aujourd'hui. On n'aurait jamais les accords pour faire ça. Mais à l'époque, on l'a fait, quoi. Et pour des sommes franchement dérisoires par rapport à ce que ça représente aujourd'hui, quoi. Et donc là, c'est vous deux, les manches retroussées, qui allez voir d'une part tous les grands noms de la télé, la télécommunication, et d'autre part les data centers, puis qui recrutez les ingénieurs requis. Ouais, alors on a beaucoup de chance. Ça, je pense que c'est un facteur vraiment indispensable, la chance, parce qu'on est bien entouré. Deuxième facteur indispensable. Et j'arrive à embarquer mon plus vieux pote, qui est quelqu'un qui s'est mis à fond dans ces sujets de tech et de produits. Et donc, lui, il se concentre vraiment sur le produit, comment on va faire une plateforme qui marche, comment on va être bon en SEO, etc. Enfin, vraiment quelqu'un très pointu sur la tech. Il se concentre là-dessus. Et on trouve un isolé, quoi, un mec qui est dans son coin et qui met les chaînes locales sur Internet. Celui, en fait, qui fait tout ce travail des chaînes locales qui veulent être largement diffusées, en fait, lui, il a créé un petit logiciel et il le met à dispo gratos des chaînes locales. Ce gars-là, on le recrute. Et c'est lui qui construit les machines, développe les logiciels de transcodage. Et oui, c'est nous, avec nos bras physiques, qui allons poser ces machines-là dans les data centers pour brancher le tout et faire que la plateforme est live, dispo et fonctionnelle pour qu'on en fasse la publicité auprès des médias de l'époque le 10 janvier 2010, quoi. À peu près 19 janvier, pareil, je crois. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y a déjà des premiers signaux faibles qui apparaissent, des premiers obstacles qui pourraient être un peu alarmants ? Oui, TF1. TF1 nous dit tout de suite non. En la personne de Monsieur Laurent Soli, qui nous dit vous n'aurez jamais TF1. Alors, c'est un peu la douche froide. Oui, mais en fait, on est quand même assez convaincus qu'il faut un acteur, qu'il faut réunir la télévision sur Internet, et surtout, les choses évoluent, mais on se dit, même si ce sera le dernier, à un moment, ils n'auront pas le choix. S'il y en a qu'un qui nous dit vous ne nous aurez jamais, on se dit la tendance va s'inverser. En fait, ça nous inquiète pas plus que ça. Et puis surtout, on rencontre une vraie audience, parce qu'on lance en janvier 2010 et en février, je crois que c'est les JO d'hiver, quoi. Très bien vu. Tu as des chiffres un petit peu du nombre de son audience ? Ouais, à l'époque, il y avait un baromètre lancé par Médiamétrie. Ils avaient un petit service qui mesurait ça. Et en gros, on avait 30% de part de marché de contenu TV diffusé en direct sur Internet.
qu'une personne sur 3 regardait un contenu en direct sur Play TV. Incroyable. Donc TF1, premier red flag, entre guillemets, mais ça ne vous déconcentre pas et vous tracez votre route. Ouais, en fait, très vite, effectivement, on trace notre route, on essaye de convaincre d'autres chaînes et on se retrouve dans le sujet des revenus. À l'époque, on avait une ambition très large. En fait, au tout début de Play TV, quand on s'est dit on va mettre la télé sur Internet, on s'est dit on va mettre la télé, puis on va mettre la radio, puis on va mettre la musique, puis on va mettre le cinéma. Ça va faire Play TV, Play Radio, Play News et Play Ciné. Beaucoup d'ambition. Tous les noms étaient trouvés déjà. Ouais. On avait tout déposé, on avait les noms. Donc on faisait en parallèle de tout ce que je vous raconte, des rendez-vous aussi dans les bureaux des majors avec Deezer, avec d'autres plateformes de l'époque. Qui étaient quand même à leur début, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2014 Deezer. Ouais, c'est un peu avant même. Un peu avant, ouais. Et donc on fait ces rendez-vous et le gros sujet de l'époque, c'est les minimums garantis. Les majors veulent qu'on leur assure des revenus annuels minimum. Donc, on prend ce modèle-là et on va voir les chaînes qui nous ont dit non et on leur dit combien est-ce que vous voulez. Donc, on nous donne des chiffres, on avance. Donc, en fait, toutes les discussions sont ouvertes, quoi. Et là, on a parlé de TF1, chaîne privée, mais on discute aussi avec France Télévisions, qui représente quand même à l'époque et aujourd'hui encore une part substantielle du paysage audiovisuel français. Et eux aussi nous disent, en fait, on ne va pas pouvoir signer avec vous, mais ce n'est pas une question, c'est pas, on ne veut pas, c'est qu'on n'a pas le droit. Parce qu'en fait, on achète des droits audiovisuels pour un territoire et pour un support donné. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas vous attribuer des droits qu'on n'a pas. C'est le modèle économique des médias. Sauf que, en parallèle... Donc là, on est face à un sujet de réglementation. Exactement, on rentre dedans. Sauf qu'en parallèle, en fait, on devient distributeur de services de télévision. Réglementé, aujourd'hui, c'est l'Arcom. Avant, c'était le CSA et l'Arcep. Le CSA demande à ce qu'on se déclare et qu'on déclare comment on travaille. Et le CSA nous impose la reprise des chaînes publiques dans le cadre d'un dispositif légal qui s'appelle le Must Carry, une loi du 30 septembre 1986. On voit que c'est marquant, on voit que c'est avec le sujet. Et j'ai pas révisé. Mais ouais, c'est assez ancré. Vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, donc on passe très vite, donc en janvier 2010 à février 2012, où on se prend une assignation de France Télévisions Publicité pour concurrence déloyale sur la commercialisation des espaces publicitaires. Donc on ne se fait pas attaquer par France Télévisions ayant droit éditeurs de télévision. Mmh. Ils envoient leurs bras armés régie publicitaire pour dire vous n'avez pas le droit de vendre du pré-roll. On a l'exclu sur les contenus pour France Télévisions. Manière en fait de nous attaquer parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ne pouvaient pas nous refuser la diffusion dans le cadre de ces dispositifs de loi. Donc en gros, on se retrouve dans un flou juridique. C'est quelque chose de complètement nouveau. C'est quelque chose de complètement nouveau. Le législateur est dépassé. Enfin, en tout cas, nous, à l'époque, pour nous, les textes sont évidents. Donc, on décide, et ce n'était pas forcément une bonne idée, d'attraire à la procédure France Télévisions Group en disant Monsieur le juge, on nous attaque, mais on nous attaque d'une manière pas correcte. Ouais. Donc, en fait, le sujet, c'est ça. On veut que vous tranchiez. Ce n'était pas vraiment une bonne idée. Je le dis après coup. Parce que du coup, on se retrouve et vous allez voir pendant des années, avec deux procédures. L'une administrative qui est complètement en accord avec ce qu'on fait, et l'autre purement sur du droit d'auteur. Est-ce qu'on fait de la contrefaçon ou pas ? Et en droit d'auteur, si vous n'avez pas de contrat, vous faites de la contrefaçon. Donc le problème, en fait, ça a été de
diriger la partie administrative sur la partie droit d'auteur sur laquelle vous étiez plus démunis ou... Ça a été un combat. Donc là, je suis allé un peu vite, mais en gros, entre 2012 et 2020, on a effectivement dû faire face, en plus donc, à la généralisation, l'ouverture du marché, avec d'autres acteurs qui sont arrivés. Même d'ailleurs, France Télévisions, premier acteur à arriver sur le marché en 2012 avec Plus, la plateforme qui a fermé depuis, qui a essayé de se transformer en Salto et qui a fini par fermer. Et d'autres acteurs encore. Donc on a dû faire face à l'opérationnel d'une boîte, le développement, les différents pivots dont on va pouvoir sûrement parler, avec effectivement une double procédure. Donc je pense que voilà, on a fait travailler la justice et les avocats. Je pense qu'ils ont de quoi, les avocats, s'offrir de belles voitures, mais mais ouais, on a dû faire face à ça. Et il n'y avait pas moyen de se mettre en conformité face à ça? On a eu... Les droits d'auteur en fait, on avait un vrai désaccord, parce qu'il y avait deux lois qui s'opposaient, en fait. Donc, sur le droit d'auteur, la mise en conformité, c'est simple, il faut signer un contrat. Avec la chaîne? Avec la chaîne, ouais, avec l'ayant droit. Ouais. D'ailleurs, notre concurrent Molotov, créé par le fondateur d'Allociné, c'est marrant, lance Molotov donc, en 2016, en dehors du dispositif de la loi du Mascari, en signant un contrat avec France Télévisions et en leur reversant des minimums garantis. Mais on va voir après qu'eux ont aussi eu des aventures avec d'autres chaînes privées pour le coup, mais en tout cas, ils sortent de ce dispositif-là, tout simplement pour apprenant en fait, de notre situation. De toute façon, on a ouvert clairement des portes pour d'autres acteurs, et puis c'est le propre de l'innovation sur un marché. Mais donc, il a fallu faire face à ce double sujet-là. Ouais. C'est une question, je pense, qui revient assez souvent dans l'entrepreneuriat, celui de la zone grise réglementaire, parce que tu ouvres de nouveaux marchés, donc tu t'aventures avec des lignes qui sont parfois un peu floues. Est-ce que tu as l'impression que les choses auraient pu être faites différemment? Est-ce que c'est juste une question de first mover et en fait, tu peux rien, il faut que tu attendes le marché? Est-ce qu'il y a une question de taille critique aussi que tu peux atteindre et qui fait que la réglementation se met derrière toi? Je pense effectivement que c'est une question de rapport de force. Ouais. Parce qu'à l'époque, et aujourd'hui encore, il y a un acteur qui peut diffuser toutes les chaînes sans problème, c'est Canal+, par exemple. Et jamais on fera de procès à Canal+, parce que Canal+ finance le cinéma français à hauteur de 95% de son chiffre d'affaires. Et tu sais, le cinéma français, c'est l'économie des médias, en fait, qui fait ça. Il y a forcément du monopole. Donc on a même tenté d'aller dénoncer ça à l'autorité de la concurrence, quoi. Mais en fait, oui, je pense que c'est une question de rapport de force. Et on le voit, c'est criant sur tous les marchés. Aujourd'hui, il n'y a pas un média qui n'envisage pas d'être sur YouTube, tout simplement parce que l'audience est sur YouTube. Et quand du coup vous avez ces deux procédures à votre poursuite, j'imagine que vous faites accompagner, qu'il y a quand même une lutte. À quel moment vous pivotez en vous disant tout ça c'est vain et quand est-ce que vous jetez les armes? Bon, alors on a vraiment tenté plein de choses et on est allé un peu trop loin, je pense. Mais on a quand même tenté beaucoup de choses, donc... Sans regret? Bah, si, bien sûr, il y a des regrets. Je pense qu'on n'aurait pas dû, dès le départ, lancer le procès. On aurait dû... Parce qu'on a gagné le premier procès où on s'est fait attaquer en concurrence déloyale, on l'a gagné. Ok. Ça aurait tout aurait pu bien se passer. Exactement. Voilà, peut-être qu'on a été mal conseillé, peut-être que... Enfin, de toute façon, voilà, il faut faire des erreurs. Mais en tout cas... La phrase, le truc à retenir qui est assez connu, c'est mieux vaut un mauvais accord qu'un bon procès, quoi. Là-dessus, c'est assez évident. Moins on va sur le plan moins on va au tribunal, mieux on se porte. Donc ça, c'est une première leçon. Maintenant, il y avait quand même ce sujet d'injustice, quoi. Nous, on est jeunes. Bon, plus ça va, moins on l'est. Mais à l'époque, voilà, on est jeunes.
notre truc, il marche, quoi. On est à l'époque où il y a très peu d'entrepreneuriat en France, il y a très peu de start-up. Donc, c'est notre première boîte, on est hyper fiers. On se dit qu'on a eu la vista et donc, en fait, qu'on a raison sur la totalité. Il y a forcément un mélange d'ego, d'affect qui dessert le business. Donc, effectivement, je pense qu'il y a plein de choix qu'on aurait dû faire différemment. Notamment celui d'aller aussi loin, parce qu'on est quand même allé jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne. Oui. Bah ouais, parce qu'en fait, quand tu arrives, tu as première instance, appel, troisième instance qui est Cour de cassation et Conseil d'État. Donc Cour de cassation côté droit d'auteur et Conseil d'État côté administratif. Et quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, je ne sais plus quel avocat a suggéré qu'on demande à l'Europe, puisque les États membres doivent normalement faire appliquer la décision de l'Europe. Donc on est allé au Luxembourg, au tribunal donc la Cour de justice de l'Union européenne, et ils étaient un peu hallucinés parce que eux, ils sont saisis pour traiter des problèmes inter-États, quoi. Là, ils se sont dit bon, en France, vous n'arrivez pas à régler ce problème-là. Et ils ont tranché en notre faveur, mais c'est redescendu au Conseil à la Cour de cassation où ils ont dit attends, il y a contrefaçon, quoi. Enfin, il n'y a pas de contrat signé, il y a contrefaçon. Voilà. Et donc là, on se retrouve à devoir exécuter une condamnation à 1,5 million, effectivement, qui nous emmène gentiment vers la liquidation. Il n'y a pas de sujet de reprise qui est évoqué Écoute, je pense que le sujet a été mal abordé par le mandataire, a été mal géré aussi par nous, parce qu'en fait, nous, on est grillés, quoi. Tu vois, ce serait à refaire aujourd'hui. Et d'ailleurs, moi, j'ai mis quelques années à me remettre de tout ça, à plus savoir limite comment je m'appelais, quoi. Je pense que quand tu as 12 ans de boîte et que tu es dans un schéma aussi difficile, parce que déjà, c'est dur de payer les salaires, de remplir la caisse avec... déjà, c'est dur de faire du business. Alors, si en plus, tu dois avoir ton quotidien, des décisions de justice dans tous les sens, parce que là, je l'ai fait courte, mais il y a eu... on est allé partout, quoi. On est allé partout, on s'est pris tous les recours possibles et imaginables. Donc, il y a un moment, tu es grillé et tu fais mal les choses. T'as plus suffisamment de recul. La bonne nouvelle, le bon truc, c'est qu'aujourd'hui, ça existe encore. Ça a été repris. Ça existe encore. Ils ont bien fait. Ils capitalisent sur tout le travail qu'on a fait sur le référencement, sur plein de choses, sur la marque. Donc, je suis très fier aujourd'hui que ça existe encore et que ce ne soit pas un site de téléphone portable, quoi, ou autre. Trop d'actualité cette réflexion. Mais en tout cas, je suis content que ça existe encore, mais ça a été mal fait. Je pense qu'on aurait pu en faire un truc cool. Maintenant, il y a eu un sujet. C'est de toute façon difficile de traiter l'audiovisuel en France, dans un environnement aussi réglementé, dans des oligopoles. C'est très compliqué, on le voit, parce qu'il n'y a pas que nous. Il y a Molotov qui a eu son histoire. Il y a des plateformes comme Magellan, qui est une plateforme de podcast, qui a eu son histoire, créée par Mathieu Gallet et Arthur Partikos, qui a eu son histoire aussi. C'est difficile, en fait, de créer un hub. C'est très difficile, surtout quand tu dépends de gens qui sont pas forcément eux-mêmes les ayants droit. C'était ça aussi le problème. Quand tu es sur YouTube et que tu as des créateurs de contenu, en fait, ils ont les droits. Mais là, quand la chaîne de télé, en fait, son boulot, c'est pas de produire. Son boulot, c'est d'acheter des contenus et de vendre de la pub. Et en l'occurrence, France Télévisions, c'est de prendre de la redevance. Enfin, c'est subventionné, mais donc, c'est compliqué de rajouter une couche, si tu veux. Donc, je pense qu'il y avait un sujet propre au projet. Mais il y avait un vrai usage, quoi. Parce que les gens ne vont pas en réalité sur YouTube regarder la télé. Ils vont sur un univers qui est proche de ça, ils vont sur Canal et d'autres plateformes. Je pense que la télécommande, le meuble, c'est encore là pour longtemps, quoi. En parlant, donc, clairement, c'est un environnement qui était compliqué. Vous y êtes pourtant resté pendant 12 à 13 ans.
Tu as parlé d'ego et d'affect, mais je pense qu'il y a eu beaucoup plus que ça qui vous ont tenu pendant tout ce temps. Je suis assez curieuse de savoir comment vous avez tenu, comment est-ce que votre duo aussi, parce que c'était un duo de cofondateurs, a tenu avec ça. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien d'avoir un cofondateur? Et quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était difficile aussi? Ouais, c'était difficile. C'était difficile souvent, mais effectivement, je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'être deux. Et on a eu tort aussi de penser que c'était suffisant. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait dû être mieux accompagné. On aurait dû plus s'ouvrir là-dessus. Et voilà, je pense qu'on a pensé qu'on savait gérer, qu'à tous les deux, en fait, c'était nous deux face au reste du monde, au reste du business. Et je pense qu'on aurait ça aurait pu être différent si on avait été accompagné par une tierce personne, tu vois. À l'époque, j'avais des potes entrepreneurs qui se faisaient coacher un peu à droite à gauche parce qu'ils étaient ils avaient levé pas mal de sous. À l'époque, il y avait des belles levées de fonds et donc il y avait des vrais sujets de croissance. Et en fait, très vite, tu te retrouves, quand on avait à peu près tous le même âge, on n'était pas du tout équipés pour ça, quoi. Donc en fait, il faut à un moment l'accepter et c'est grave ok, parce que le but dans la vie, de toute façon, je pense que c'est d'apprendre des choses, quoi. Tu vois, si tu sais tout, si tu penses que tu sais tout, c'est quand même un peu dommage, quoi. Donc je pense que ça, c'était un peu un truc à refaire, en tout cas, je reviendrai là-dessus, quoi. Et c'est difficile à ce moment-là de dégager du temps et de l'argent peut-être pour ce genre de formation. C'est à aucun moment la prio, quoi. Écoute, moi, en 2016, j'ai besoin un peu de prendre l'air parce que tout ça, c'est trop violent. Et je me forme au coaching à HEC parce qu'effectivement, j'ai parfois un peu de mal aussi à échanger. Et donc, je me dis, attends, on va voir si j'ai envie d'apprendre, quoi. Ouais. Donc, je vais à Juillan-Josas et je fais une formation de coaching professionnel. Je découvre que ça va pas être mon métier, mais par contre, j'apprends des techniques pour des postures pour mieux parler, pour mieux échanger avec mon interlocuteur, que ce soit mon collaborateur, mon associé. Ça change rien, c'est vraiment une question de posture, quoi, que j'adopte. Moi, on regarde un peu tous les deux, donc des choses à faire, et puis on regarde aussi un peu en dehors, parce qu'on se dit, attends, mais on n'est pas mariés, quoi. Genre, en vrai, on peut aussi monter des boîtes. Si ça se passe pas comme on le souhaite avec Play TV, il faut qu'on assure un peu nos arrières, et donc on regarde chacun un peu de notre côté, on fait un ou deux projets. Alors moi, j'accompagne un pote que je trouve très talentueux. Je lui dis, mais il faut absolument que tu quittes ta boîte, que tu quittes le salariat et que tu montes ta boîte. Et il dit, mais j'y arriverai jamais. Je lui dis, mais t'inquiète pas, je suis là. Et donc, je m'associe avec lui, mais vraiment pour le rassurer, et je lui donne les clés. Et donc en fait, je rentre dans l'accompagnement, quoi, comme ça, en 2016. Mon associé fait un peu autre chose. Et puis en 2018, donc là, tout ça, parce que en fait, t'es pendant des décisions de justice, quoi. Donc la boîte tourne, mais c'est du temps long. Mais on peut rien signer, on peut pas signer de chaîne. Donc on se dit, tiens, changeons de territoire, quoi. Et là, on a testé l'Afrique, on a testé Sanga TV, c'était Play TV, mais pour la diaspora africaine en Europe. Et ça aurait pu marcher pas mal aussi, parce qu'il y avait une grosse demande, mais il n'y avait pas de modèle économique. Donc, le modèle économique publicitaire ne fonctionnait pas ? Non, alors on n'a pas de pub, et le payant, c'était compliqué aussi. Donc le modèle économique, c'était compliqué. Donc on se met tous les deux là-dessus, en parallèle de nos autres activités. Donc finalement, je trouve qu'on a été assez fort là-dessus, parce qu'on a réussi à pas se mettre sur la gueule, tu vois. On s'est pas fâché, on se parle encore aujourd'hui. Lui, il a remonté une boîte dans laquelle je me suis pas senti de partir. J'avais besoin d'une période tampon, j'avais besoin de réapprendre, j'avais besoin de savoir où j'étais, quelle était, où est-ce que j'avais envie d'être, en fait. C'est intéressant le fait que tu parles justement de cette période de tampon et de la violence aussi de la fin de Play TV, alors que pourtant, sur la fin, vous avez quand même toujours voulu relancer des projets. J'ai l'impression qu'il y avait encore un peu la tête dans le guidon. Et là, qu'est-ce qu'il a fallu pour te dire, ok, bon, maintenant là, je mets une pause, je m'arrête et je reconstruis des bases solides pour la suite?
Ou je me rends compte qu'il y a des bases, mais je les redécouvre. En fait, la prise en main du sujet, moi, la liquidation judiciaire, c'est violent. Hein. Franchement, du jour au lendemain, en fait, tu sors du tribunal. Nous, on était habitués là-bas, on était chez nous au tribunal. Hein. On a serré la main. C'est la maison. Ah ouais, on avait fait tout, on les a tous fait, sauf les prud'hommes. Mais non, on était habitués. Mais cette audience-là, je m'en rappelle très bien, où tu sors de la salle, t'as En vrai, en France, on a quand même beaucoup de chance. On est ultra... sur plein de sujets. Mais sur ce côté-là, on est ultra préservé. Tu vois, le tribunal de commerce, c'est quand même quelque chose de formidable. Les gens écoutent, essayent de comprendre, te donnent le temps. Le dispositif du redressement, c'est quand même exceptionnel de pouvoir geler toutes les factures pendant 3 fois 6 mois. Enfin bon. Mais ce jour-là, le jour où tu sais que... il n'y a plus grand-chose à faire, quoi. Tu sors de l'audience et un mec qui te dit où sont les clés du bureau, quoi. Ouais. Physiquement, quoi. Limite. Tu te dis waouh. Donc ça c'est assez violent. Et là, en plus, on est en plein dans le Covid, je crois. Tu vois, l'environnement est pas ouf. Ah ouais, on sort du confinement, on est comme vous le savez tous et toutes dans un état un peu léthargique de ne pas savoir comment va être l'avenir et tout. Et donc là, en fait, j'ai l'impression qu'on a juste lâché, quoi. C'est le clap de fin. On a lâché, tu vois. Tu n'ouvres même plus le courrier, tu te dis, ça y est, ça m'échappe en fait. Ça nous a échappé, c'est ça. Ça nous a échappé et puis il faut faire le deuil, quoi. Et une fois que tu nous as raconté tout ça, pour les entrepreneurs qui seraient en difficulté, qui nous écoutent, quelles sont un peu les grandes leçons, les grands conseils que tu donnerais ? Tu as évoqué qu'il y a une part de chance. Tu as aussi évoqué le fait d'être soutenu et bien entouré. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à leur communiquer ? Ouais, je pense que il faut essayer de se forcer au cadre. Moi, je suis pas quelqu'un qui structure tout avec des to-do list, je suis pas une machine, quoi. Franchement, les process, il y a plein de cultures aujourd'hui. Franchement, c'est incroyable tout ce que l'écosystème français a fait en termes d'entrepreneuriat. Il y a vraiment moyen de se former, de découvrir comment faire. Mais je pense qu'il faut pas oublier le temps et prendre en considération le temps. Que ce soit 3 mois, 6 mois, 1 an, en fait, il faut se mettre des jalons pour se dire, attends, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les leçons, et je peux encore bouger, quoi. Tu vois, c'est pas parce que tu as pris cette direction-là il y a 6 mois qu'il faut que tu y ailles jusque encore 6 mois ou 18 mois. Enfin, tu vois, t'es pas une partie de poker, tu peux faire ce que tu veux, en fait, mais juste mets-toi des jalons comme ça. Tu te dis, voilà, c'est tous les 3 mois. Tu vois, on parle d'un cycle, ça peut être 7 ans. Donc, tu vois, entre 3 mois et 7 ans, tu peux te mettre des jalons, quoi. Intéressant. Est-ce que tu le referais ? Ah ouais, je pense que je le referais. Je me suis posé d'ailleurs beaucoup cette question. Bah ouais, parce que moi, en fait, rien ne me prédestinait à l'entrepreneuriat, quoi. J'étais... Dès que j'ai eu mon bac, j'étais assez bon élève. L'école de commerce, ça m'allait bien. Le côté business, la compta. En fait, moi, j'aurais pu faire audit. On m'a proposé un taf assez confortable. Ouais, un très bon job quand j'ai monté Play TV, d'ailleurs. Quelqu'un de mon réseau qui m'a dit j'ai besoin de quelqu'un, viens. Et j'ai dit non. Je me suis posé la question pendant 1 heure et j'ai dit non. Et je me suis beaucoup reposé la question, notamment quand j'étais juste après Play TV, sur cette période de deuil, à me dire et si j'avais fait ce choix-là, de faire une carrière assez classique, tu vois, parce qu'on dit beaucoup, il y a beaucoup de gens qui disent t'entreprends quand t'as pas le choix, quoi. Quand personne ne veut de toi, on est quand même assez formaté, tu vois, t'es sur des rails, t'es à l'école, tu fais une école, ensuite tu prends un job, tu fais un stage, ensuite tu fais une alternance, ensuite tu prends un job. Enfin, si tu montes ta boîte, c'est vraiment que t'as pas le choix, parce que franchement... c'est quand même te mettre des contraintes où t'es là, t'es obsédé par le truc, t'as des problèmes, tu portes tout, t'es pas baqué, t'as pas de chômage,
Moi, rien ne me prédestinait à ça, et pourtant j'y suis allé et j'y retournerai parce que j'ai vécu des trucs de fou, quoi. Tu vois, c'est une expérience unique. C'est un chemin complètement dingue. Alors, ça vaut le coup, ouais, ça vaut grave le coup. Peut-être qu'on peut passer sur le rebond maintenant. Tu l'évoquais, je ne sais plus si c'était en off ou en début de podcast, tu accompagnes aujourd'hui des entrepreneurs. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, écoute, en plus de cette formation au coaching que j'ai fait à HEC, je me suis rapproché de Ticket for Change, qui était juste à côté d'ici d'ailleurs, en 2018, pour aider leurs entrepreneurs à impact. Ils venaient d'accompagner Yuka d'ailleurs, et il y avait plein d'autres projets trop cool. Ils cherchaient des entrepreneurs pour les coacher, les accompagner, les mentorer. Donc j'ai fait ça. Et effectivement, après Play TV, j'ai eu une période où je me suis un peu cherché. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux remonter une boîte, etc. Et j'ai fait pas mal d'introspection. Et je me suis dit, mais c'est vrai que moi, je suis très à l'aise dans l'accompagnement. Et surtout, j'ai une conviction profonde, c'est que c'est par l'entrepreneuriat qu'on va créer le plus de valeur financière. Et aujourd'hui, dans le monde capitalistique dans lequel on est, la valeur financière reste quand même le seul moyen de faire vivre tout un paquet de choses dont on a besoin, notamment l'éducation, la culture, qui ne peuvent pas malheureusement s'autofinancer. Donc je porte la voie de la création de valeur via l'entrepreneuriat, en voulant accompagner des initiatives et en permettant en fait aux gens de se lancer. Donc je me suis dit, comment je vais formuler ça ? Est-ce que je vais faire ça en mode consultant, sachant que je n'ai jamais été consultant, donc je ne sais pas trop comment ça marche. Ou est-ce que donc j'ai fait ça comme je sais faire. J'ai cherché un nom, j'ai trouvé un nom de domaine qui s'appelle Passage. C'est passage.ac, passage, parce que un passage, on passe d'un état à un autre, de salarié à entrepreneur. On passe aussi le flambeau quand on veut vendre sa boîte. Le passage, c'est quelque chose qui est entouré, et donc ça apporte un cadre aussi. Donc c'est un nom qui m'a pas mal parlé. Et donc aujourd'hui, j'accompagne effectivement des porteurs de projets, des gens à se lancer. Puis il y a une formation que j'ai lancée pour leur permettre en fait d'utiliser un budget qu'ils n'ont pas, parce que le problème des gens qui veulent monter des boîtes, c'est qu'ils n'ont pas de cash, et je pense qu'ils doivent mettre tout leur cash au service de leur projet, et investir dans un accompagnement, c'est pas la première dépense qu'on peut faire. Donc utiliser les budgets formation, c'était une idée que j'avais. Et en parallèle, j'accompagne historiquement aussi des gens dans la croissance. Et donc là, je les accompagne notamment sur la structuration de leur boîte, pour leur permettre tout simplement de trouver un partenaire moyen et long terme, qui peut même être un repreneur. Donc en fait, j'accompagne des gens à structurer leur boîte pour la revendre. Est-ce que tu trouves dans l'accompagnement ce qui t'animait à l'époque dans l'entrepreneuriat, ou comment est-ce que ça a évolué ça, pour ton driver aujourd'hui ? Je pense que ce qui était le plus grisant à l'époque, c'était le travail en équipe, le fait d'être associé, le fait de brainstormer, de prendre des décisions, de monitorer les résultats de nos décisions. Et ça, en fait, avec l'accompagnement, je le vis tous les jours avec plein de projets. Et c'est assez cool parce que j'ai plein d'associés, mais je ne suis pas vraiment leur associé. Donc tu as la partie grisante sans la partie responsabilité et long terme qui va ensuite. Ouais, et puis eux, ils ont la partie valeur sans la partie partage à la fin. Tu vois, ils ont leur libre arbitre, ils ont leur un peu la béquille sur qui se reposer, la référence. Je pense que sur certains domaines, je peux dire que je suis sachant, mais sur le reste, j'ai quand même, après 20 ans d'entrepreneuriat, un certain réseau professionnel qui me permet quand même d'être assez rapide, véloce sur plein de sujets. Donc je ne fais pas tout seul. J'ai des partenaires, j'ai des gens avec qui je sais travailler, qui gèrent des projets, des dossiers assez rapidement. Et ça, c'est un vrai avantage aussi. Mais ouais, moi, ce qui m'épanouit à fond, c'est
c'est que les problématiques sont souvent similaires à différents stades de maturité de projet. Mais moi, surtout, je peux toucher à autre chose et pas m'endormir dans un sujet, ce qui m'a un peu trop pesé ces dernières années sur mes grosses expériences, quoi. Alors, c'était le sujet qu'on évoquait tout à l'heure en off sur la notion du repreneuriat et du manque de repreneurs pour tout un vivier d'entreprises. Toi, la façon dont tu penses au repreneuriat aujourd'hui, c'est que ce serait trop endormissant, ou en tout cas, c'est trop enfermant pour ce que tu as envie de faire? Non, je pense que... non, c'est pas ça. En fait, j'ai envie de voir plus large. Moi, j'apporte ma brique à différents stades de maturité de projet et le repreneuriat, je l'apporte surtout aux gens qui ont des boîtes et qui ne veulent pas... à qui j'apporte une autre solution que de fermer le rideau le jour où ils ne peuvent plus travailler, en fait. Que ce soit un départ à la retraite, un accident de la vie, j'en sais rien. Mais en tout cas, pensez à rendre vos boîtes autonomes parce que même s'il faut toujours un pilote dans l'avion, et incarner une boîte, c'est essentiel. Mais day one, il faut penser au fait que on peut passer sous un bus et que tout ce que tu as fait, il ne faut pas que ça parte à la poubelle parce que tu n'es plus là ou parce que tu as envie de passer à autre chose, parce que la vie fait que tu as envie de faire autre chose de ton quotidien, quoi. Donc je les accompagne là-dessus, mais avec une vision hyper large, de me dire peut-être qu'il n'y aura pas assez de repreneurs et qu'il faudra penser à créer des structures, peut-être qu'il faut former les salariés à reprendre les boîtes, des dirigeants qui partent à la retraite. Tu vois, j'entendais un truc récemment. Apparemment, il y a plein de salariés qui veulent plus être managers, qui veulent plus monter, tu vois, dans les grosses structures, parce qu'avec le télétravail, ils se retrouvent seuls au bureau et donc en fait, ils ont des responsabilités, ils n'ont pas forcément le salaire qui va en face et donc ils préfèrent même parfois redescendre dans la hiérarchie. Ce qui est quand même dramatique, quoi. Genre, on va avoir besoin de gens qui prennent les choses en main. En France, on a un savoir-faire, je crois, qui est reconnu internationalement sur plein de domaines. Tu vois, c'est pas pour rien même qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui partent aux États-Unis, qui sont recrutés aux États-Unis. Donc l'appel du dollar et de la vie outre-Atlantique est tellement fort. Mais en tout cas, on a des vrais talents et moi, j'aimerais bien participer à ça. À la structuration et au fait qu'il n'y ait pas d'élitement de tout ça parce que tout va très vite. Plus ça va vite. Et voilà. Incroyable. Et alors, sur les sujets d'accompagnement, alors là, on a parlé plutôt de la partie croissance, structuration, sur aussi les entrepreneurs que tu accompagnes. Effectivement, en ce moment, tout va très très vite. On peut construire une entreprise en un clin d'œil, presque. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Comment est-ce que tu as envie d'accompagner? Et quels conseils tu donnerais à tous les entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui? Alors, ce que je fais en ce moment, c'est des sprints de 3 mois. Parce que je pense qu'il faut quand même un peu de temps. Oui, tu peux monter un SaaS en 2 heures, mais en vrai, moi, je donne un conseil, une méthode qui est assez simple et applicable sur plein de projets. L'idée, c'est de réfléchir à quelque chose de très simple, le plus simple possible. Si c'est un logiciel, une seule feature, si c'est un service, une seule offre, voilà, le plus simple, le plus identifiable, d'adresser une niche la plus précise possible, la plus niche possible, et de faire une landing page, et de la proposer, et de prendre des retours, et de faire des interviews, et d'itérer, et d'adapter aux besoins réels du client. En fait, je pense qu'il faut juste ne pas tomber amoureux de son projet. Et tu penses ce que tu as fait par le passé, toi? Alors moi, je suis tombé amoureux de mon projet plusieurs fois, de plusieurs projets. Et ouais, moi, je me suis juste trompé de combat, en fait. Je pense sur ma plus grosse aventure, je me suis juste trompé de combat. Parfois aussi, je me suis trompé de marché. Tu vois, parfois, j'avais pas les bonnes motivations. Et puis, en fait, je me dis qu'au pire, je ferai comme tout le monde. Oui. C'est une option. C'est toujours une option.
Une dernière question peut-être. Non, j'allais dire une dernière question parce qu'on arrive à la fin, mais tu as parlé de toutes les structures d'accompagnement. Il me semble est-ce que tu as remonté un projet quand même après Play TV aussi? Et globalement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en fait pour la suite? J'ai monté un projet, j'ai eu la chance de participer à une aventure assez exceptionnelle parce que juste après Play TV, je me suis dit, tiens, je sais plus quoi, je sais pas ce que je sais faire, je vais chercher du taf. J'ai fait un CV, j'ai écrit entrepreneur dessus. Quand j'y repense, je me dis c'est quand même fort. Les mecs qui ont dû recevoir ça, ils ont dû rigoler. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a dit attends, on bosse sur un projet. J'ai eu la chance de rencontrer Stéphane Distinguin qui bossait, c'est le fondateur de Faber Novel, qui bossait depuis des années sur le futur du travail pour le premier groupe immobilier français, Nexity. Et ils cherchaient quelqu'un pour les aider à structurer tout ça et à adresser une solution SaaS à destination des grands comptes pour développer un concept autour du travailler mieux, travailler ailleurs, le tiers-lieu, le ticket bureau. Et donc j'ai attaqué ce marché-là avec eux. Pendant 3 ans, on a essayé de faire bouger les choses auprès des boîtes du CAC 40 qui avaient d'autres problématiques, celle de ramener leurs salariés au bureau. Donc quand je vous disais que parfois je me suis trompé de marché. Mais en tout cas, c'était une aventure exceptionnelle. J'ai fait une rencontre géniale. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de rencontrer un maximum d'entrepreneurs, un maximum de chefs d'entreprise, parce que parfois, en fait, il y a des entrepreneurs qui sont devenus chefs d'entreprise qui n'entreprennent plus. Entreprendre, c'est se saisir de quelque chose et vouloir le maîtriser. Et en fait, une fois qu'on le maîtrise, on s'endort. Moi, j'ai plein de potes, d'entrepreneurs qui étaient avec moi dans l'incubateur de la Chambre de commerce et qui, aujourd'hui, sont grillés, un peu... toujours dans des boîtes, mais qui ont des liquides préf qui les rendront jamais riches, malheureusement, ou en tout cas tant que le marché est tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, moi, j'encourage vraiment les gens à prendre un peu de recul, un peu d'air, et à tenter des choses, et à en parler autour de soi un maximum, à m'en parler à moi avec grand plaisir, quand vous voulez, quoi. Et à entreprendre en fait aussi, à quel que soit le niveau de maturité de son entreprise finalement. Ouais, je pense qu'effectivement tu peux entreprendre absolument tout le temps, dès l'instant où tu te mets un cadre et que tu es prêt à avoir tort très vite. Merci Charles pour ce partage. Charles. Merci. On espère que ça a aidé nos auditeurs, que ça aidera nos auditeurs, et on te souhaite plein de belles rencontres. Merci beaucoup. À très vite.